Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. La loi de Chaudière-Appalaches et la loi P38. Est-ce que vous connaissez? Une action collective a eu lieu et le gouvernement du Québec versera des indemnités pour compenser les victimes de garde préventive de plus de 72 heures qui n'auraient pas donné leur consentement ou n'auraient pas vu un juge. Pour démystifier le tout, nous allons nous entretenir aujourd'hui avec M. François Winter, directeur général de la droit. Bonjour, M. Winter. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous-même? Oui, merci. Oui. En premier lieu, qu'est-ce que la droit et quel est son rôle? La droit, c'est le groupe régional de promotion et de défense des droits en santé mentale. Notre mission, c'est d'aider, d'accompagner les personnes qui vivent et qui ont vécu avec un problème de santé mentale à défendre leurs droits au plan individuel et collectif. OK. Pour tout le territoire de Chaudière-Appalaches. Quand même, c'est un grand territoire Oui. que vous couvrez. 136 municipalités. OK. Ce qui n'est pas négligé. Comment le tout a débuté? Vous parlez de la droit? De la droit, oui. Il existe des groupes de défense des droits en santé mentale depuis le début des années 80, avec la politique de santé mentale de 1989. Par la suite, le milieu communautaire en santé mentale s'est développé un peu partout au Québec, puis dans la région, parce qu'il y avait un élément de cette politique-là qui concernait le respect des droits, qui était un enjeu très important, puis ça l'est encore évidemment, mais ça a permis la création de groupes régionaux comme la droit partout au Québec, par le financement, les subventions qu'il y avait dans les régies régionales à l'époque. Et puis, il y a eu un organisme dans la région entre 92-2000 qui a fermé. Et puis, nous, par la suite, on a recréé un organisme. Là, moi, j'ai commencé en 2001. Je travaillais pour notre groupement provincial qui gérait la subvention de façon temporaire à ce moment-là. Donc, ça a commencé en 2002. On a constitué l'organisme avec un conseil d'administration qui était composé strictement que de personnes qui étaient directement concernées, des gens qui vivent et qui ont vécu avec un problème de santé mentale. Donc, l'organisme a été fondé en 2002. OK. Et c'est actif depuis ce temps-là, finalement. Tout à fait, oui. Ça avait commencé peut-être avec la désinstitutionnalisation, je m'excuse. Non, il n'y a pas de problème, il est difficile à dire. Je le dis souvent, moi, le mot désinstitutionnalisation. Ah, vous l'avez bien. Je le dis peut-être plus souvent que vous, là. Bien sûr. Mais oui, c'est un enjeu. Mais vous savez, la désinstitutionnalisation, tu sais, puis on sait que dans la région, ici, là, il y a eu Saint-Ferdinand... longtemps, il y a eu des orphelins du Plessis là-bas aussi. D'ailleurs, Saint-Ferdinand, ça a été... il y avait une cause importante en matière de droits de la personne parce qu'il y avait eu de l'exploitation de personnes en situation de handicap là, à la fin des années 90. Mais effectivement, là, ça a été un enjeu longtemps, le fait que les gens soient dans des institutions. Mais maintenant, la santé mentale, ça peut se vivre autrement, notamment par des épisodes de soins, que ce soit en psychiatrie, mais les gens vivent en communauté comme n'importe qui. Dans le fond, le gouvernement aurait pu les moyens, je dirais, d'hospitaliser un grand nombre de personnes. Puis de toute façon, c'est pas ce qu'on souhaite parce que les politiques gouvernementales, puis ça, c'est des revendications qu'on a faites, mettent l'accent sur les principes d'appropriation du pouvoir et puis, et puis que la personne soit le plus autonome, qu'elle se rétablisse, qu'elle ait une meilleure qualité de vie, parce que, dans le fond, une personne qui vit avec un problème de santé mentale, c'est un citoyen comme n'importe quel autre citoyen, puis il faut que la personne soit traitée comme telle. Donc, si on fait un peu la genèse de tout notre mouvement, ça part directement des personnes qui sont concernées. Et puis, ça vise le respect des droits fondamentaux, notamment liés aux services en santé mentale, mais à l'ensemble de la vie de la personne. Quels sont les services qui sont offerts par votre organisme? Aide et accompagnement dans les démarches de défense de droit. Le travail qu'on fait, on n'est pas des avocats ni des conseillers juridiques. Nous, on aide, on informe, on oriente la personne dans les démarches, on l'assiste, on l'accompagne, mais on ne la représente pas devant les instances. On n'est pas juriste, avocat. Nous, on va être davantage dans une posture, on va être des facilitateurs à l'intérieur du système, puis on va apporter un soutien, que je dirais, psychosocial dans l'intérieur des démarches de défense de droit. Puis par la suite, les services qu'on offre aussi, on offre la possibilité aux gens, parce que souvent, quand on vit une situation d'abus ou une difficulté par rapport à nos droits, on va se sentir seul. On va penser qu'on
on est un cas d'exception, puis souvent, on va nous faire sentir ça, mais le constat, c'est que ce n'est pas toujours des situations d'exception, bien au contraire. Puis il y a un système, c'est pas que les individus sont mal intentionnés, mais il y a un système qui fait en sorte que bien, ces situations d'abus-là, ces situations de non-respect, bien, ils se reproduisent, ils se répètent. Puis au final, bien, il demeure qu'il y a beaucoup d'enjeux par rapport aux droits des gens qui vivent avec un problème de santé mentale, notamment par rapport aux mesures d'exception. On va parler de la P38 aujourd'hui, mais il y a d'autres éléments par rapport à l'accès aux services aussi, par rapport à des services qui conviennent, puis autre chose strictement qu'une perspective liée à la médication. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux en santé mentale, là. OK. De combien de personnes se compose la droite? On a un nombre de membres qui est autour de 280 présentement. Okay. On aide chaque année, de façon directe, plus ou moins 1000 personnes dans toute la région de Chaudière-Appalaches. Ça peut être des interventions épisodiques, un appel, une rencontre ou une participation dans un atelier. Donc, on donne des ateliers d'information sur les droits aussi. Et puis c'est ça. Chaque année, c'est à peu près ça, ouais. 1000 personnes, ça reste assez ça reste assez égal, finalement. Oui, il n'y a pas eu de hausse constatable. Il y a eu une hausse, je dirais, là, depuis la COVID, entre autres. La pandémie, encore une fois. C'est ça. La pandémie a eu de l'impact par rapport à ça, par rapport à la santé mentale des gens, aussi les enjeux. Puis notre société se transforme. Hein? On est dans une période où on peut dire qu'il y a une crise des services publics, c'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à des services et puis on va vivre une période d'austérité au niveau des politiques publiques. Là, donc, ça va amener, à mon avis, encore plus là, de problématiques. Là. Mais au niveau du personnel, vous êtes combien pour accomplir tout le travail? Présentement, on est 8. OK. Pas tous à temps plein. Il y a des projets aussi, comme on a un projet lié à la participation citoyenne qui s'appelle Représentation. Okay. Mais on a quelqu'un qui s'occupe de ça, qui fait une quinzaine d'heures par semaine. Mais a priori, c'est ça, 8 en plein temps partiel. Là. Quel est le rôle du directeur général à travers tout ça? Autre tâche connexe. Autre tâche connexe. Gestion, administration, représentation exactement. Puis je suis impliqué aussi pour notre association provinciale parce que je parlais des services individuels, mais aussi on est engagé dans un mouvement provincial qui s'appelle l'AGID-SMQ, l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. Et puis, c'est ça même présentement, c'est moi qui suis le porte-parole provincial pour représenter notre association, que ce soit dans des commissions parlementaires ou auprès du ministère de la Santé, etc. Tout ça. Donc, on est très, très investi comme groupe de défense de droits. Donc, oui, on est local. Notre action, parfois, va concerner des politiques qui sont de nature provinciale, mais on essaie d'être le plus possible présent là, sur le terrain. Là. On parlait des 136 municipalités de Chaudière-Appalaches. Il y en a une seule où je ne suis jamais allé. Donc, je suis allé au moins une fois partout. Quand même. Puis c'est une île, alors il n'y a pas l'île aux grues, là, pour pas la nommer. Okay. Je vais finir par y aller, mais les autres, je suis allé au moins une fois. OK. Quels sont les défis auxquels est confrontée la droite? Il y a beaucoup de défis, comme beaucoup d'organismes, hein, puis on ne se cachera pas l'aspect de la reconnaissance au niveau du financement. On a, depuis les années, je dirais, une bien meilleure collaboration que si je me repose à quand on a débuté, là, c'était beaucoup plus difficile, moins d'ouverture, une mentalité qui était peut-être un peu différente. Maintenant, il y a beaucoup plus de collaboration par le réseau de la santé. Les défis, l'accès, les ressources, les défis aussi, c'est d'être en mesure de faire reconnaître toujours la place puis l'importance des droits des personnes auprès de la population, parce que médiatiquement, on entend beaucoup de choses. Ces temps-ci, il y a eu des drames qui étaient, entendons-nous, épouvantables, mais ça a amené une situation où il y a une recrudescence, je dirais, des préjugés, autant que certaines problématiques de santé mentale apparaissent plus, comment dirais-je, plus normalisées, autant que, on parle des troubles anxieux, les troubles dépressifs, autant que d'autres situations, comme les gens qui se sont fait donner le diagnostic de schizophrénie, troubles bipolaires, etc., c'est moins
les gens vivent plus de stigmatisation, notamment dans les médias, notamment dans la population en général. Donc, il y a une recrudescence. Là. Puis ça, c'est un défi important auquel on a à faire face. L'accès aux services, notamment les services, dans certains territoires, c'est plus difficile d'avoir accès notamment à l'aide juridique. Ici, à Thetford, de ce que j'en sais, ça va quand même assez bien, mais dans d'autres territoires, notamment en Beauce, à Lévis, c'est beaucoup plus difficile. Donc, l'accès aux services publics, puis ça, c'est un enjeu qu'on rencontre, l'accès à des professionnels aussi. Si je pense à l'Aubinière, il y a un enjeu important par rapport à l'accès aux médecins de famille. Donc, on essaie d'être présent, la pauvreté aussi, l'inflation, le coût de la vie, ça a un impact. C'est le logement, la crise du logement, ça a un impact. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui vont avoir un impact sur ce que les gens vivent au niveau des problématiques de santé mentale. On parlait de stigmatisation. Il y a comme un problème d'acceptation peut-être de ce niveau-là aussi? Exactement, un problème d'acceptation. Puis aussi, il y a des mythes. Vous savez, si la question de la violence en santé mentale, par exemple, c'est un mythe qui est important. Il y a une étude de la Commission canadienne de la santé mentale qui avait indiqué qu'il y a plus ou moins 43 des nouvelles dans les médias qui concernent la santé mentale qui ont lien avec la violence. Tandis qu'il y a plus ou moins 1,5 des gens qui vont commettre une fois, à un moment, un geste de nature violente, tout ça. Puis, il y a d'autres études qui disent que lorsqu'on vit avec une problématique en santé mentale, on est encore plus susceptible de subir de la violence que d'en faire subir à d'autres. Donc, cette question-là, elle doit être adressée d'une façon plus, je dirais, prudente, hein? Parce que ça a des impacts sur les personnes, malheureusement. Puis ceci étant dit, ça n'empêche pas que ces choses-là sont absolument tristes, mais comme société, on devrait être plus, être plus réfléchi peut-être quand on traite ces questions-là. Effectivement. Est-ce que vous avez des partenaires au sein de votre hors de votre organisme pour vous aider dans votre mission? Bien, c'est important de travailler en collaboration. On est membre de plusieurs regroupements d'organismes, des CDC, on est membre de la TROCA, de la table des organismes en santé mentale aussi. J'ai été président quelques années, puis au CA pendant 8 ans. Donc, on travaille avec le Havre, le Croisé, l'Intervalle. Beaucoup d'organismes régionaux, finalement, que je reconnais. Régionaux, c'est ça. Vraiment, là, on travaille avec l'ensemble des groupes en santé mentale. Il y en a 23 en Chaudière-Appalaches. On travaille avec d'autres organismes, la CEF. Bref, le plus possible en collaboration, parce qu'au final, une personne peut avoir besoin de venir chez nous pour un élément spécifique. Elle peut avoir besoin de Don Rémy, elle peut avoir besoin du Havre, elle peut avoir besoin de... Donc, ultimement, ce qui est important, c'est d'être là pour la personne selon ce qu'on peut lui apporter. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'on essaie de pouvoir la référer aux besoins, finalement. Exactement. Avec le CLSC aussi, une bonne collaboration là, avec notamment l'équipe santé mentale. Donc, c'est intéressant. Ça va très bien, donc, à ce niveau-là, quand même. Oui. Quels sont les principaux combats de la droite actuellement? On parlait de la P38, hein, on va en parler. Là, oui, d'ailleurs. Ça va être ma prochaine question, d'ailleurs. C'est une année P38, là. C'est une année très, très P38. OK, justement, est-ce que vous pouvez nous résumer en quoi consiste la loi P38? Bien, la loi P38, le nom complet, c'est Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Donc, on l'appelle la P38, c'est pas pour rien. Donc, c'est une loi qui permet à un établissement de santé d'hospitaliser une personne contre sa volonté si le médecin estime que la personne est dangereuse pour elle-même ou pour les autres. Donc, il y a essentiellement 3 types de garde à l'intérieur de la P38. La garde préventive, ça, c'est la seule garde qui peut être déterminée par un médecin. Le médecin peut, s'il estime que la personne peut être dangereuse pour elle-même les autres, la personne ne veut pas demeurer à l'hôpital, à ce moment-là, il peut... la forcer, finalement. Oui, exactement. Puis comme c'est une loi d'exception, puis c'est pour ça qu'il y a un processus qui doit être respecté, parce qu'on parle des droits et libertés fondamentales des personnes. Et puis, la personne, elle n'est pas accusée d'avoir commis un crime.
Donc, puisque c'est une privation de liberté, c'est pour ça qu'on parle d'une loi d'exception qui doit être encadrée. Donc, première étape, la garde préventive, elle dure un maximum de 72 heures. Pendant cette période-là, la personne peut refuser de subir un examen psychiatrique. À ce moment-là, l'établissement de santé doit faire une demande à la Cour du Québec, une demande de garde provisoire pour procéder à l'examen de la personne. Donc, même contre son gré. Exactement. Parce que les seuls traitements qu'on peut recevoir contre notre gré, sauf exception, c'est les soins d'hygiène, soins d'urgence. Je dis sauf exception étant, bon, s'il y a une ordonnance de soins, s'il y a un enjeu au niveau de l'aptitude, etc. Donc, je reviens à la garde provisoire. Elle doit être déterminée par un juge. Donc, il doit y avoir 2 examens qui sont faits par 2 médecins différents. Le premier doit être fait dans les 48 heures suite à l'ordonnance. Le deuxième examen doit être fait 24 heures, dans les 24 heures après le premier. Si ces 2 examens-là concluent à la dangerosité de la personne, à ce moment-là, l'établissement peut faire une demande de garde autorisée pour garder la personne à l'hôpital contre son gré. Donc, c'est une procédure qui peut apparaître complexe, c'est vrai, mais qui doit être appliquée de façon rigoureuse. C'est une loi qui existe depuis 1998. Avant, la loi s'appelait la loi sur la protection du malade mental, qui, elle, existait. C'était pas un très beau nom. Non, j'avoue, ouais, ça... Non. C'est ça. C'est une loi qui existait entre 73 et 98. Il était question de cure fermée dans cette loi-là. Donc, tout ça était un peu plus complexe. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que avec la P38 en 98, il y a eu aussi des progrès sur la possibilité d'une évaluation avant l'hospitalisation par un intervenant en situation de crise. Donc, cet aspect-là était sur la dangerosité, si on amène ou non la personne à l'hôpital. Donc, c'est un progrès parce que, dans le fond, on évalue avant d'amener la personne, avant de la contraindre, bien, on détermine, OK, il y a un professionnel qui va la voir pour déterminer oui ou non, tout ça. Mais, donc, c'était un des éléments. Puis aussi le fait qu'on sépare vraiment la question de la garde, la question des soins. Parce que la notion de cure fermée, ça faisait référence à une notion de soins, tout ça. Donc, tout ça pour dire que cette loi-là, elle a commencé à être appliquée d'une façon, je dirais, plus rigoureuse qu'à partir de 2020 environ. Justement, puis on y vient au recours collectif, là, parce qu'on parle en même temps de ne touche pas à nos droits, mais c'est ça, le recours collectif, c'est qu'il y a eu une décision de la Cour d'appel en 2018, JM contre Jean Talon, qui donnait notamment des dommages à une personne qui avait eu une garde préventive trop longue, donc le 72 heures. 72 heures, exactement. Puis c'est 72 heures juridiques, là, mais en tout cas, je veux pas... Je pourrais l'expliquer pendant des heures, là, mais... J'imagine, oui. Oui, c'est ça. Puis parce que, tu sais, il y a il y a beaucoup de détails, mais tout ça pour dire que la Cour avait octroyé notamment des dommages. Puis il y a eu par la suite un recours collectif, justement, au nom des personnes qui avaient vécu des gardes préventives. Parce que chaque année au Québec, il y en a au-dessus de 20 000, des gardes préventives. Il y a moins de gardes autorisées, mais les 72 heures, il y en a au-dessus de 20 000. Donc, on parle d'une loi d'exception. Est-ce que c'est vraiment une loi d'exception dans ce contexte-là? On peut se poser la question. En effet. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent être admissibles à ce règlement-là dans l'action collective. C'est pour ça qu'on fait la tournée pour en parler puis pour faire connaître ça. Donc, parce qu'il y a eu un règlement en novembre dernier. Mais la loi P38 était quand même remise en question. Là, pour quelle raison? Je pense qu'il y a eu des débordements, en quelque sorte, à un moment donné. Bien, on prenait ça à la légère, d'une certaine façon. Je peux pas dire ça. Au niveau des hôpitaux, non, il n'y avait pas des... C'est qu'ils ne l'appliquaient pas d'une façon... qui était respectueuse de la loi en tant que telle. Puis aussi... Des personnes. Oui, mais c'est pas pour ça qu'ils sont en train de réfléchir à la revoir. C'est parce qu'il y avait eu plusieurs situations, un peu des drames, des drames. Puis c'est vraiment, entendons-nous, comme je le disais tout à l'heure, là, c'est terrible, là, ce qui est arrivé, entre autres, à Amqui. Il y a le procès présentement, la garderie à Laval. Il y a eu Maureen Brault. Tout ça en quelques mois. L'année d'avant, c'était le monsieur au sable dans le Vieux-Québec. Donc, des événements
c'est malheureux, triste, Ouais. tout ça. Mais le dénominateur commun de tous ces événements-là, c'est qu'il n'y en a aucun qui concernait la P38. OK. Mais en tout cas, mon Pas analyse... directement, du moins. Pas directement, du moins, c'est ça. Fait que mon analyse, ça vaut ce que ça vaut, c'est que le politique a eu un peu voulait apporter une réponse ou amener la discussion ailleurs. Donc, il a dit, bien, on mandate un institut qui s'appelle l'IQRDJ, l'Institut québécois sur la réforme du droit et de la justice, pour réfléchir à comment, s'ils devraient réviser la P38, et puis si oui, quelles recommandations ils font. Donc, on est dans ce processus-là, d'où la campagne « Touche pas à nos droits OK. ». Mais parce qu'au final, notre prétention, puis c'est plus qu'une prétention, nous, on se base sur des données objectives qui sont les statistiques en lien avec les gardes, en plus de notre vécu terrain. Bien, ce qu'on démontre, c'est que bien, la loi, elle n'était pas appliquée d'une façon respectueuse des droits des personnes avant tout récemment. Puis encore là, aujourd'hui, c'est pas parfait, là. Okay. Loin de là. Sauf qu'il y a eu du progrès, il faut le souligner quand ça avance. Mais donc, tout ça pour dire qu'avant de réformer une loi, peut-être qu'on serait mieux de réfléchir à bien l'appliquer pour voir si elle marche vraiment, cette loi-là. Ouais. Ça, c'est une chose. Puis aussi, au lieu de faire des réformes pour faire des réformes, parce que on vit dans un monde où on construit toujours des nouveaux châteaux de cartes, mais au final, ça reste des châteaux de cartes. Donc, on est peut-être mieux de leur donner des fondations un peu plus... des bases solides, un peu plus solides. Donc, je résume ça grossièrement, là, avec une image, mais quand même, c'est un peu notre vision des choses, qui est basée sur notre expérience terrain, là. Donc, il y a eu une demande quand même de révision de la loi. Ça en est où présentement, selon vos informations? En fait, nous, on a même produit un mémoire pour documenter justement l'expérience des gens dans la région par rapport à l'application de la P38. Puis, on a fait un mémoire, la droite, qui est sur le site de l'IQRDJ, qui peut être puis sur le nôtre aussi, d'ailleurs. Mais il y a eu un forum provincial sur cette question-là, justement, pour les organisations qui avaient produit une position en mémoire. Et puis, par la suite, ben, cet automne, on risque de recevoir les recommandations de l'Institut sur la suite des choses. Donc, l'automne étant de septembre à décembre, on va bien voir où est-ce que ça va nous amener. OK. Ce qui risque d'avoir des réactions aussi de la part d'organismes comme le vôtre. Oui, tout à fait. Notre association provinciale. Puis aussi, on va voir est-ce que le politique veut se lancer dans une réforme à moins d'un an des élections. C'est une question qu'on va avoir à se poser. OK. Je pense qu'à un moment donné, il y avait eu comme des remarques qu'il y avait une utilisation abusive qui était faite de la P38, finalement. On a quand même un peu discuté. Mais... Tout à fait. Entre autres, le protecteur du citoyen, entre autres, le ministère lui-même avait fait une enquête sur l'application de la P38 pendant, je pense, 5 ou 6 ans d'affilée. Dans son rapport annuel, le protecteur du citoyen soulignait la façon dont la P38 était appliquée, puis les dérapages, les dérives. Puis, tu sais, entendons-nous, une loi d'exception, ça peut avoir une nécessité, mais il faut que ça demeure une loi d'exception. Puis on devrait tout faire pour ne pas l'appliquer. Donc, ça devrait... puis on devrait donner les outils aussi aux gens pour ne pas l'appliquer. Puis ça, c'est un autre enjeu qui est important. Ça rend les choses peut-être plus faciles, fait qu'on y a recours tout de suite. C'est ça. C'est pour ça que je parlais de culture tout à l'heure. Est-ce que, selon vous, un manque de services adaptés pour les personnes en santé mentale qui en ont besoin? Bien, il y a assurément un manque de services dans la communauté, là. Même si les listes d'attente pour les services psychosociaux diminuent, c'est sûr et certain que l'avenir là, des services en tant que tel est dans la communauté, parce que les gens, tu sais, c'est pas normal de vivre dans un hôpital, là. Donc, on ne retournera pas à l'ère des grands asiles, là. On ne retournera jamais là. Comme l'hôpital Saint-Julien, Saint-Ferdinand, dont on faisait référence. Non, c'est ça, exactement. On ne retournera pas là. Puis c'est une bonne chose parce que c'est pas... c'est pas approprié. C'est pas approprié. Puis au final, ben, si on mise sur les forces des gens, si on les aide à développer leurs capacités, ben, à ce moment-là, on est plus en mesure de les aider à avoir une meilleure vie. Là, les intégrer dans la société carrément, plus directement. C'est ça, tout à fait. De quelle façon, selon vous, pourrait-on rendre cette loi plus humaine?
Est-ce qu'il y aurait des façons, selon vous, de faire que ce soit plus humain? Ouais. Ce serait de ne pas l'appliquer le moins possible. OK. Quand je dis pas l'appliquer ou de l'appliquer le moins possible, tu sais, je disais tantôt, 20 000 gardes préventives chaque année, est-ce qu'on peut encore considérer que c'est une exception? Il y a une garde à chaque 40 minutes sur l'île de Montréal. OK. C'est pas normal, là. Non. Est-ce qu'on donne les outils, tu sais, on disait qu'est-ce qui pourrait être amélioré, tout ça, bien, pour rendre ça plus humain, mais c'est de l'appliquer le moins possible, puis c'est de donner les outils, changer les cultures pour faire en sorte que ce soit vraiment une exception. Il y a certains territoires dans Chaudière-Appalaches, parce qu'à droite, on a déjà fait une étude sur l'application de la P38. OK. Certains territoires où il y avait très peu d'utilisation, Montmagny, puis d'autres territoires, la Beauce, par exemple, OK. où il y avait une utilisation plus élevée. Donc, pourquoi? C'est les mêmes lois. Ouais. Donc, pourquoi dans ce territoire-là, on l'appliquait moins, puis dans d'autres, on l'appliquait plus? Donc, il y avait peut-être une question de culture aussi. À ce moment-là, on parle des années 2012, là, qu'on avait fait cette étude-là, parce que c'était assez fastidieux. On avait épluché toutes les décisions de la Cour. Donc, c'est ça. C'est un travail important. Donc, bref, il y a cette... je pourrais donner cette réponse-là à cette question-là. OK. Est-ce qu'il existerait des solutions, selon vous, à mettre en œuvre en lien avec l'application de cette loi-là, outre de ne pas l'utiliser ou le moins possible? Il y en a certaines qui sont employées, entre autres la présence ou l'intervention d'intervenants sociaux avec les policiers. Ça, on voit ça avec le nouveau plan d'action en santé mentale. C'est une bonne mesure qui permet d'éviter les P38 parce qu'au final, les policiers ne devraient pas être la réponse à des crises psychosociales, à moins évidemment qu'il y ait des enjeux de sécurité, tout ça. Mais pour le reste, ça ne devrait pas être qu'aux policiers d'intervenir là-dessus. Ils n'ont pas la formation, bien souvent, il peut y en avoir de très bons. D'autres, comme dans n'importe quel métier, où l'emploi de la force va amener des traumatismes. Parce que si on contraint quelqu'un, on crée des traumatismes. Oui. On crée des traumatismes, puis une mauvaise expérience aussi. Donc, il va y avoir après ça un comportement qui peut être de la méfiance, soit de la soumission, soit de... Donc, il va y avoir des conséquences, c'est certain. Exactement, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de maximiser le volontariat, puis de maximiser aussi les services dans la communauté. Est-ce que c'est normal qu'on ait si peu de lits de crise dans un territoire comme Chaudière-Appalaches? Thetford, entre autres, je n'ai pas le nom exact, je pense qu'il y en a un ou deux, pas plus, à Don-Rémy. Il me semble qu'il est à Don-Rémy, mais donc, est-ce que c'est normal qu'on ait si peu de lits de crise? C'est une question qu'on peut se poser. Hein? OK, oui, c'est une question, je crois, qui est très pertinente. Le point le plus important, qui est d'abord le but de notre rencontre aussi, c'est l'action collective. Pouvez-vous nous en parler? Ben oui, j'ai même apporté notre matériel promotionnel. L'action collective, c'est, j'en ai parlé tantôt, la décision JM contre Jean Talon, de la Cour d'appel. Donc, cette décision, par la suite, il y a eu un avocat qui est un allié de notre mouvement, Patrick Martin-Ménard, du cabinet Ménard-Martin de Montréal. Donc, ils ont fait une action avec l'organisme Action Autonomie, qui a la même mission que la droite, mais pour la Ville de Montréal. Donc, la région de Montréal. Donc, ils ont initié cette action-là, et puis il y a eu une entente hors cours pour un montant de 8,5 millions. Donc, moi, en tout cas, c'est pas le premier recours collectif dont j'entends parler, que je suis témoin, mais c'est le premier que cette ampleur-là en santé mentale, en tout cas. Donc, cette entente-là peut permettre aux gens de bénéficier d'une compensation. Il y a eu d'autres mesures réparatrices, mais de bénéficier d'une compensation qui peut aller jusqu'à 1 000 $ par jour par personne pour les gardes préventifs qui ont dépassé 72 heures. OK. Donc, si quelqu'un a vécu plusieurs gardes préventives, il peut avoir accès plusieurs fois à la compensation. OK. Parce que ça arrive, ça, qu'il y a plusieurs gardes préventives. Effectivement, une personne peut en avoir 5 ou 6 ou 2 ou 3. Tu sais, ça peut arriver, pas dans le même épisode de soins, c'est pas supposé, mais par année, si une personne vit plusieurs fois des crises ou tout ça, etc. Mais donc, a priori, puisqu'en Chaudière-Appalaches, j'ai parlé des 20 000 par année, en Chaudière-Appalaches, il y en a entre 840 et
1100 environ chaque année. OK. Dans la région, il y en a, tu sais, on se dit que les Appalaches, c'est plus ou moins 10 de la région. Donc, si on fait une règle de 3 assez sommaire, il y en a quand même un certain nombre dans le coin. J'avoue. Au fond, est-ce que tout a débuté avec la campagne Touche-toi à nos droits ou c'était totalement autre chose? C'est deux choses. Touche pas à nos droits, c'est par rapport à la réforme de la P38. OK. Tandis que l'action collective, c'est vraiment en lien avec l'entente qui a eu lieu. L'entente, c'est ça. Puis je voulais donner d'autres détails aussi sur l'entente, c'est que c'est pour les personnes qui ont eu des gardes préventives qui ont dépassé les 72 heures entre le 1er janvier 2015 puis le 4 novembre 2024. Okay. Donc, c'est quand même une longue période. Ouais. Ça a été bien négocié parce que souvent, les recours collectifs, on en voit dans les médias. Ouais. On a 3 mois pour réclamer. Donc, ça, celui-là, c'est davantage. La période est plus longue parce qu'il faut justement retracer les personnes. Donc, c'est pour ça qu'on fait une campagne de visibilité pour faire connaître le plus possible cette possibilité-là que les gens puissent réclamer. Puis ils ont jusqu'au 11 août pour le faire. Okay. Donc, nous, on peut les aider, évidemment, à compléter les formulaires, tout ça. Quel est le rôle de votre organisme dans cette action collective? Bien, justement, c'est de la faire connaître. Okay. Puis aussi, on a un collègue qui est embauché justement pour ça, Jean Robin, qui était avec moi tout à l'heure avant l'entrevue. C'est ça. Donc, lui, Jean Robin, il va aider les gens à compléter le formulaire pour faire la demande. Donc, il fait la promotion. Avec moi, on se déplace, tout ça, pour faire connaître le plus possible cette entente-là. Parce qu'après le 10 août, les gens ne pourront plus présenter de réclamation. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment que les gens soient informés que ça existe, cette entente-là, puis qu'ils peuvent avoir accès à une compensation pour une expérience qui, on ne le souhaite pas, mais qui peut avoir été pas si positive que ça, disons-le ainsi. Donc, c'est ça. Ça peut amener... c'est cette compensation-là. Comme je dis, jusqu'à 1 000 $ par jour. Ça va dépendre du nombre de personnes qui vont avoir présenté une réclamation, parce qu'il y a un montant spécifique. De 8 millions, 8 millions, mais dans le 8 millions, je pense qu'il y a 3,6 millions pour ces compensations-là. Okay. Donc, il y a eu des mesures réparatrices, il y a eu aussi les honoraires de l'avocat, évidemment. Là. Évidemment, Puis ce qui est important, parce qu'ils ont travaillé vraiment beaucoup d'heures, sans avoir la certitude d'être payé. Donc, c'est un risque financier de leur côté. Qui est éligible, au fond, et comment tout se déroule présentement? Les personnes qui sont éligibles, c'est vraiment les personnes qui ont dépassé 72 heures. C'est ça. Puis on ne le sait pas toujours, parce qu'on ne se fait pas toujours dire « tu as été mis en garde préventive à tel moment, puis après ça, c'est... » Donc, des fois, ça peut être difficile après plusieurs années de s'en souvenir aussi. Bien, exactement. Ah, j'ai été hospitalisé, mais c'est-tu en 2020, 2021? Tout? Okay. Donc, la meilleure chose, c'est de compléter le formulaire. Puis dans le formulaire, avec Jean Robin, c'est assez simple. Il y a une autorisation pour le gestionnaire du recours collectif d'aller faire les vérifications dans le dossier. Le dossier de la personne. Donc, par rapport à ça, c'est intéressant parce que ça permet justement d'avoir l'information parce que dans la loi, ça doit être indiqué à quel moment la garde préventive commence. Donc, si ça n'a pas été appliqué d'une façon rigoureuse, à ce moment-là, la personne peut être éligible à une compensation. Donc, ça va être... les gens vont recevoir le montant, je pense que c'est en février, dans l'année 2026. Là. Ils vont recevoir la décision plus tard en février. C'est en février, en tout cas. Ils vont recevoir la décision en 2026. Puis, il y a un processus de révision aussi s'ils estiment que c'est pas une décision qui est... Si la décision serait défavorable. Exactement. Il y a un juge... qui a accepté de faire office de processus de révision. Est-ce qu'il est difficile de rejoindre les gens qui pourraient être indemnisés par cette entente-là? Bien, effectivement. C'est pour ça qu'on fait justement notre tournée aujourd'hui. On est ici, aujourd'hui, on est dans le coin. Le mois prochain, on va être on fait notre tournée dans Bellechasse. Donc, ça prend diverses formes. On a fait plusieurs territoires, là, Binière, La Beauce, Montmagny. On a commencé en Montmagny, Lillet, tout ça. Donc, l'idée, c'est d'être... oui, ça peut être assez difficile. Évidemment, on en connaît.
Mais oui, c'est pour ça qu'on mise, entre autres, sur nos partenaires, entre autres sur les médias communautaires aussi, comme la télé des Appalaches, entre autres. L'idée, c'est de... Il n'y a pas de mauvais moyen là, pour rejoindre les gens, puis on se donne vraiment là, jusqu'au 10 août. On va tout donner ce qu'on peut là, pour rejoindre les gens. Il y a de la publicité aussi au niveau provincial qui a été faite, donc c'est ça. Donc, c'est un grand mouvement qui s'est enclenché, finalement. Tout à fait, pour faire en sorte que les gens puissent être compensés, parce que c'est important. Puis en même temps, bien, ça nous donne l'occasion de parler des droits, puis de parler de ce qu'on fait. Donc, pour nous, c'est un coup double, finalement. Oui, effectivement, on fait d'une pierre deux coups. Exactement. À ce moment-là. Qu'est-ce qui est demandé de la part des personnes qui auraient été placées en garde préventive plus de 72 heures contre leur gré? Qu'est-ce qu'il leur est demandé? Dans le cadre du formulaire, par exemple? L'idée, c'est faire une copie d'une pièce d'identité, ensuite de se souvenir plus ou moins là, des dates. Okay. On n'est pas obligé d'avoir les dates exactes. De toute façon, la personne, le gestionnaire va aller valider dans le dossier, exactement, c'est ça, donc avec l'autorisation. Donc, essentiellement, c'est ça qui est demandé, d'avoir été hospitalisé au Québec, peu importe où aussi. Puis ça, c'est quelque chose qui est un détail qui est important parce que si, mettons, puis on en voyait beaucoup à une certaine époque, des gens qui venaient de Montréal, qui venaient s'établir dans le coin, entre autres avec il y avait un centre à Beaulac aussi, là, au niveau de la thérapie, tout ça. La toxicomanie, exactement, c'est ça. Mais on en voyait quand même pas mal, mais justement, ça peut... Si les gens ont été hospitalisés ailleurs, que ce soit à Montréal ou peu importe où, bien, on peut compléter le formulaire. Là. On peut le compléter de quelle façon? En ligne? Ça peut se faire en ligne ou il y a un formulaire papier aussi. Sur le site ladroit.org/ladroit, on a une section, justement, d'informations sur l'action collective. Donc, les gens peuvent avoir de l'information là-dessus. Et puis, comme je disais, ils peuvent contacter Jean Robens, là, Théagène, là, qui est mon collègue, là, qui peut aider les gens à compléter le formulaire. Parfait. Comment doivent procéder les gens qui désirent vous contacter, que ce soit pour des informations, pour joindre l'action collective en cours? De toutes sortes de façons. Ils peuvent nous contacter par téléphone au 418-837-1113, poste 0. C'est le poste de Jean Robens. On a une ligne sans frais, 1-866-837-1113. Encore une fois, le poste 0. On a même un fax. Ça fonctionne encore. 837-8555 dans le 418 toujours. Par courriel, ladroit@ladroit.org. Ça, c'est l'adresse générique. Ensuite, il y a les médias sociaux, Facebook. Notre page Facebook. Notre page Facebook. On était sur X, Twitter, mais là, on a pris une pause. LinkedIn, Instagram. Votre site web aussi. Notre site web, qui est très important. ladroit.org, c'est ça. Donc, de toutes sortes de façons, les gens peuvent nous joindre et puis on répond là, en général là, à l'ensemble des demandes là, dans un délai de moins de 24 heures. Est-ce qu'il y a un message que vous désireriez adresser à la population présentement? Si vous pensez que vous avez vécu Aucun de vos proches aussi. Aucun de vos proches, ou que quelqu'un qui est décédé, parce que ça concerne aussi les personnes décédées, a vécu entre 2015 et 2024 une garde préventive de plus de 72 heures. Si vous pensez que ça peut être survenu, bien, contactez-nous, puis on va vous aider à compléter le formulaire parce que vous pourriez peut-être avoir droit à une compensation là, pour cette expérience-là qui peut être une expérience malheureuse. Effectivement. Donc, on a produit du matériel promotionnel. Je l'ai apporté un petit signet ici. Je ne sais pas si on va le voir sûrement. Là, Oui, on le voit quand même. Regardez, donc, on va en prendre un exemplaire. Oui, je vous en laisse un avec plaisir. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Winter, de cet entretien. Bien, c'est moi qui vous remercie. Et bonne chance dans toutes ces démarches-là à tous les gens concernés. Bien, merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup à vous.